La pipe, un objet tellement familier que l'on se pose rarement la question de ses origines. Et pourtant, son histoire remonte à la nuit des temps. Un temps où la fumée qui montait vers le ciel mettait l'homme en relation avec les esprits. Fumer, c'était prier. Alors ça, c'est la pièce la plus emblématique de toute collection de pipes. C'est un véritable calumet de la paix des Indiens des plaines d'Amérique du Nord. Il faut savoir qu'il y avait tout un rite, toute une gestuelle particulière, et on fumait d'abord un seul calumet de la paix à plusieurs. Et le rite consistait à s'adresser aux 4 vents, c'est-à-dire aux 4 points cardinaux, pour envoyer de la fumée au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, pour se concilier les forces naturelles les plus menaçantes. En raison de sa grande force symbolique, le calumet des Sioux et des Apaches a marqué les esprits. Ce n'est pourtant pas la pipe la plus ancienne. Les archéologues ont découvert en Amérique latine des pipes datant d'environ 500 ans avant Jésus-Christ. Alors ça, c'est une pipe précolombienne qui vient du Mexique. On n'est pas sûr que ce soit vraiment la première pipe, enfin le premier type de pipe qui ait existé dans le monde, car vraisemblablement dans l'Antiquité, on a sans doute fumé des herbes doriférantes, mais certainement pas du tabac, puisque le tabac, c'était une plante typiquement américaine et qu'on n'a pas pu la découvrir avant d'avoir découvert l'Amérique. Il y avait 2 formes de pipe. Il y avait soit le modèle comme ceci, c'est-à-dire avec le foyer qui fait un angle droit avec le tuyau. Il y avait aussi un autre modèle de pipe qui semble plus ancien, qui avait la forme d'un gros cigare dans lequel on roulait des feuilles de tabac. Les grands navigateurs de la fin du XVe siècle, Christophe Colomb en tête, découvrent les rivages des Amériques et goûtent les premiers au plaisir de la tabagie. Ils goûtent et ils apprécient. Le tabac et la pipe vont embarquer à leur tour à bord des caravelles à la conquête de l'Europe. La fabrication et l'usage de la pipe se développent d'abord en Angleterre, puis en Hollande, en Belgique et en France. Le XVIIe et le XVIIIe siècle vont connaître le triomphe de la pipe en terre, objet fragile mais de très faible prix de revient. Oh, c'était pas des pipes très compliquées, c'était des pipes comme celle-ci, très simples, vous voyez, avec un tuyau droit, des pipes en terre, et puis un foyer très incliné de petit calibre, parce qu'à cette époque-là, le tabac était très onéreux, donc on ne pouvait pas se permettre d'avoir des gros foyers. Dans la quiétude de cette maison hollandaise, ce fumeur rêve peut-être au fabuleux voyage de la pipe autour du monde. On la trouve en Afrique dès le XVIe siècle. Elle se fait lourde, massive, symbolique du pouvoir du chef. En Asie, tout en légèreté et en subtilité, elle permet de mêler les plaisirs du tabac à ceux de l'opium. Puis elle va poursuivre son voyage parmi les peuples du nord de la Sibérie pour retrouver enfin le continent de ses origines, l'Amérique, où elle sera adoptée par les Esquimaux. Pendant ce temps-là, en Europe, les choses ont beaucoup évolué depuis la bonne vieille pipe en terre des origines. Nous sommes au XIXe siècle. L'imagination a pris le pouvoir et le fourneau, jusque-là lisse et sans caractère, devient le support d'un véritable délire, romantique, satirique ou cocasse. C'est la grande époque de ces pipes drôles et colorées, les Jacobs, les Gambier, qui s'inspirent de scénettes et de personnages de la vie quotidienne.
l'époque, il n'y avait pas la télévision au 19e siècle, donc on était célèbre à partir du moment où on avait sa tête de pipe et qu'on devenait une tête de pipe. Parallèlement à ces versions populaires, se développe la fabrication de pipes en porcelaine, en corne, en bois de serre, en ambre. Baroque, raffinée, elle rivalise d'imagination et de sophistication, en particulier en Allemagne et en Autriche. Dans l'histoire de la pipe, le 19e siècle restera celui de l'innovation et de la diversité. Jamais plus, une telle abondance de formes et de matières ne sera proposée aux fumeurs. Dès la deuxième moitié du 19e siècle, une nouvelle venue va s'imposer, plus modeste, mais plus adaptée au quotidien des fumeurs, la pipe en bruyère. Le berceau de la pipe en bruyère, son royaume, sa capitale, c'est cette petite ville du Jura, Saint-Claude. Pendant des siècles, les artisans tourneurs de Saint-Claude ont travaillé le buis pour en faire des objets de piété. Puis à la fin du 19e siècle, les premières pipes. Mais l'industrie pipière va prendre son véritable essor lorsque les artisans découvrent un bois révolutionnaire, la racine de bruyère. La bruyère est venue à Saint-Claude parce que, à force de tourner du buis, il n'y en avait plus dans la région. Alors on en faisait venir un petit peu du midi de la France. Et dans ces souches de buis, il y avait des souches de bruyère qui ressemblaient. Et comme ils avaient fait quelques pipes en buis, ils se sont aperçus que la pipe en bruyère, c'était ce qu'il y avait de mieux. Parce que ça brûlait pas le bois, ça dénature pas le goût du tabac. Donc c'est sensationnel pour le fumeur de pipe. Et de là, on a cherché de la bruyère, on a fait venir de la bruyère, et la pipe est partie comme ça à Saint-Claude. La densité du bois, tout ça, c'est très agréable parce que ça n'éclate pas si on travaille à la fraise, tout ça. Ça va très bien, la bruyère. Ça a un inconvénient, c'est que ça pousse en terre et c'est toujours plein de cailloux, de fentes, de choses comme ça. Ça nous arrive de faire des pièces, les commencer à 80%, puis s'apercevoir qu'on ne pourra pas la livrer parce qu'on a vu une fente à la fin, quoi. L'histoire de la pipe en bruyère commence ici, dans les sous-bois brûlés par le soleil du pourtour méditerranéen. Il faut au moins 30 ans pour obtenir une bonne racine de bruyère, et pas question d'engrais ou de tricherie pour accélérer le processus. Chaque souche est sélectionnée, arrachée puis débitée comme autrefois, à la main. La qualité de la souche déterminera la personnalité de la future pipe. De chacune de ces petites masses de bruyère, appelées ébauchons, naîtra une pipe. Changement d'altitude et de climat. Les ouvriers pipiers jurassiens prennent l'opération en main. Le savoir-faire est exactement le même depuis plusieurs générations.
avez des gens qui vont vous dire que c'est ringard, que ça fait papy. Hein, moi, j'entends ça souvent. Je pense que fumer la pipe, c'est un beau geste. Et surtout, ça met en scène une belle série de gestes. Et puis, en plus de ça, c'est un bel objet. On l'a choisi. Jouir de la tranquillité, de la contemplation, des idées, c'est ça pour moi, fumer la pipe. On a toujours de bons rapports avec des gens qui fument la pipe. Impossible de définir le portrait robot du fumeur de pipe. Pourtant, deux tribus ont installé quelques clichés définitifs dans l'inconscient collectif. D'abord, la tribu des loups de mer. Intrépide, dur au mal, la bouffarde vissée au bec. Et surtout celle des détectives privés, inspecteurs ou commissaires, qui se lancent fumeurs et perspicaces sur la piste du crime. L'un des exemples les plus célèbres, Georges Simenon, le créateur de Maigret, lui-même fervent adepte du plaisir de la pipe. Généralement, quand j'ai fini un travail, ou bien quand je suis content de moi-même, pour une raison quelconque, alors je m'offre une pipe. C'est un petit cadeau que l'on s'offre. C'est ça. Et alors, vous avez des pipes pour parler et des pipes pour travailler? C'est ça, ça dépend pour quoi faire. Lorsque j'écrivais mes romans, je bourrais 6 à 7 pipes à l'avance, qui étaient rangées sur une petite table à côté de moi. Et pendant que je tapais, je les allumais au fur et à mesure pour ne pas avoir chaque fois à m'arrêter plusieurs minutes à la bourrer, l'allumer, etc. C'était vite fait, c'était toute prête. Et vous travaillez combien d'heures par jour comme ça? 4 heures en moyenne. 4 à 5 heures, ça dépendait. Ça faisait une belle série de pipes quand même. Oui, certainement. Eh bien, je vais aussi en bourrer une. C'est ça, allez. Les pipes anglaises n'ont pas besoin d'être culottées, elles sont bonnes dès la première pipe que vous fumez. Et alors ce qu'elles ont surtout, c'est d'être bien balancées. Oui, c'est une pipe bien balancée comme ça. Elle ne penche pas d'aucun des deux côtés. Hein. Vous en avez combien comme ça? 300 et quelques. Finalement, la pipe, c'est plus relaxant que la cigarette, vous trouvez pas? Oui, ça demande un tempérament plus calme, je crois. Vous croyez que ça influence le tempérament, ou bien c'est le tempérament qui influence? C'est le tempérament qui choisit. C'est vrai que la pipe de Maigret est aussi célèbre que la pipe de Simenon. Oui, d'ailleurs, ce qui est amusant, c'est que tous les acteurs qui ont joué Maigret n'étaient pas des fumeurs de pipe. Il n'y a pas de fumeur de pipe parmi eux. Gabin ne fumait que la cigarette, et ça le rendait malade, la pipe. Il était obligé, quelquefois, dans des journées entières de tournage, d'avoir toujours sa pipe. Ben, le premier Maigret, c'était le frère de Jean Renoir, c'était Pierre Renoir, qui ne fumait que la cigarette aussi. Et quand il a dû fumer la pipe, oh, et puis, il ne savait pas la tenir. Il ne pouvait pas parler avec une pipe dans la bouche, il était obligé de la retirer. Tandis qu'on reconnaît le fumeur de pipe, à ce qu'il peut parler et faire n'importe quoi avec sa pipe dans la bouche. Bruno Kremer campe un commissaire Maigret imposant et solitaire.
Sa pipe est sa plus fidèle compagne, même si une fois encore, l'interprète de Maigret n'est pas un vrai fumeur. À l'écran, il semble pourtant puiser dans chacune de ses bouffées ses légendaires intuitions. La pipe continue-t-elle à faire aujourd'hui de nouveaux adeptes? Eh oui, il arrive encore que des néophytes curieux poussent la porte de la boutique d'un maître pipier. Vous aimeriez commencer? Voilà une bonne idée. Alors le choix d'une pipe est un choix très personnel. Une pipe se choisit non seulement au niveau de l'esthétique, mais également de la tenue en main. À vous de voir, de bien sentir, de voir la forme et la grosseur de pipe qui vous convient le mieux. Bon, ceci dit, comme vous n'avez jamais fumé, ne prenez pas une pipe trop grosse pour commencer. Si vous pensez que vous allez tenir votre pipe à la bouche, une pipe courbe est moins lourde qu'une pipe droite. Il y a moins de levier, donc elle tire moins sur les dents. D'accord. Alors là, vous avez un bon foyer. Par contre, c'est une pipe qui est relativement légère. Ça, c'est un peu la pipe de Sherlock Holmes. Donc là, vous avez une pipe naturelle. C'est la couleur du bois. Vous voyez, celle-ci a été teintée. Il faut savoir que dans la bruyère, vous avez des petits trous, des petites fentes que l'on va mastiquer. Et ensuite, pour cacher le mastic, je teinte la pipe. Toutes mes pipes naturelles sont garanties sans mastic. Ce qu'on appelle les pipes en premier choix. Le prix varie beaucoup en fonction de la qualité de la bruyère, mais également de la beauté du bois. Et ce qu'il y a de plus beau dans la bruyère, c'est lorsque vous avez les veines du bois verticales. C'est ce qu'on appelle une pipe flammée. C'est ce qui donne une plus-value à la pipe. Et plus les veines du bois sont droites et régulières autour du foyer, plus la pipe a de la valeur. Mais c'est surtout une valeur esthétique. De l'autre côté de l'Atlantique, il existe une petite ville qui, elle aussi, vit au rythme de la pipe. Nous sommes à Washington, Missouri, États-Unis. Entre le fleuve et la voie ferrée, l'antique usine de Meerschaum continue de fabriquer la pipe en maïs des pionniers. Mike, le contremaître, n'en est pas peu fier. Ici, c'est une histoire de famille. Une bonne partie de ceux qui travaillent dans l'entreprise ont pris le relais de leurs ancêtres. En ce qui me concerne, ma grand-mère a travaillé ici de 1935 à 1941. Je suis l'héritier de 3 générations. Il règne dans l'usine Meerschaum de Washington une lumière et une atmosphère très singulières. Le matériel est à peu près le même qu'il y a 100 ans. Les machines rudimentaires qui servent à tourner et à transporter les pipes ont toutes été fabriquées sur place, homemade. C'est ça l'esprit maison. Et les ouvriers eux-mêmes semblent faire partie du décor. D'un jour à l'autre, une année après l'autre, ils répètent exactement les mêmes gestes.
ses commandes, la fabrique continue de produire chaque année plus d'1 million de pipes en maïs. Il faut dire qu'elle est toute seule sur son marché. C'est vrai que le travail peut devenir ennuyeux quelquefois, mais beaucoup parmi nos employés écoutent la radio en travaillant. La musique les aide à s'évader, à chasser l'ennui. Et puis je vais les voir à leur poste de travail, je discute un peu avec eux, ça rompt la monotonie. Mais c'est vrai que ça peut devenir ennuyeux de temps à autre. Mais je vous assure que la majorité des gens ici aiment ce qu'ils font. Absolument, j'aime l'ambiance. Ça fait 6 ans que je travaille ici. En fait, je ne saurais même pas quoi faire si un jour je devais travailler ailleurs. A priori, fumer la pipe est un plaisir très personnel. C'est pourtant devenu aussi un sport de compétition. D'une épreuve à l'autre, on doit être le plus rapide ou le plus lent. Les fumeurs de pipe sont donc invités à participer à cette véritable épreuve sportive qui consiste à fumer une pipe dans un minimum de temps. Aujourd'hui, les concours de vitesse ont totalement disparu au profit des concours de lenteur, plus adaptés à la mentalité des fumeurs de pipe. Chaque année, un grand concours rassemble des fumeurs de toute l'Europe, comme ici à Dijon en l'an 2000. Il s'agit de fumer 3 grammes de tabac en un maximum de temps. L'art de faire durer le plaisir. Venez chercher le diplôme avant. 3, 2, 1, 0. Laisse-nous maintenant du Bourbonnier tout à l'heure. Encore 70 concurrents. Nous fumons depuis 2h03. Comme l'année précédente, c'est un champion de l'équipe suisse qui remporte le concours sous l'œil admiratif des connaisseurs. La
pipe demeure un symbole ô combien masculin, mais des femmes transgressent depuis toujours l'interdit. Mademoiselle Falque, par exemple, qui dirige une entreprise de traitement d'ordures ménagères dans la plaine de la Beauce. Nous sommes dans les années 20, et si cette jeune femme n'est pas un modèle de féminité, elle présente déjà quelques signes précurseurs d'émancipation. Elle fume même en conduisant. Alors, est-ce que fumer la pipe est ou non un geste féminin? Moi, je me suis jamais posé la question parce que je pense que la féminité ou la masculinité ne se situe pas dans les objets, mais dans la relation aux objets, dans les gestes. Alors, quand on est jeune, c'est drôle parce qu'il y a des personnages qui passent sur vous, parce qu'on n'a pas une identité fixe, et puis l'a-t-on jamais. Mais là, ce qui, moi, pouvait m'amuser, c'est effectivement de revêtir des personnages. C'est-à-dire, on est là, on fume sa pipe, on travaille, on lit, et puis tout d'un coup, alors on a envie de faire un peu quelque chose de masculin, et puis on est comme un homme 30 secondes. À Amsterdam, dans son appartement au bord du canal, Anne-Rose apprend à jouer du violoncelle. Une activité qui n'est pas incompatible avec le plaisir de fumer la pipe. Les gens me demandent et me redemandent « Pouvez-vous faire ceci? Pouvez-vous faire cela ?» Alors de temps en temps, je m'assieds pour fumer ma pipe et je me dis « Par quoi je commence ?» Voilà pourquoi j'aime fumer la pipe quand je travaille. Les femmes fument la pipe, mais elles le font généralement chez elles, à la maison, et on ne les voit pas. On fume parce qu'on aime ça. Ce que les hommes en pensent n'a aucune importance. Je pense que je suis androgyne. Je suis à la fois une femme et un homme. Je suis une femme qui fume comme un homme. J'ai deux filles, âgées de 25 et 23 ans. La plus jeune fume des cigarettes à la chaîne. J'espère que dans quelques années, elles vont aussi fumer la pipe. Je pense que j'aimerais ça. Et je nous imagine assises, toutes les trois, fumant nos pipes. Un vrai rêve. 121 years old. That I am. That I am. Today you are a man. That I am. That I am. Here, be jabbers, is a pipe for you. And now, be bucko, you can smoke up with us. Les fumeurs de pipe ont toujours eu le goût des cénacles, des confréries et des clubs. Ils aiment se retrouver entre connaisseurs. Justement, à Saint-Claude, c'est le grand jour, l'intronisation du fumeur de pipe de l'année. On accueille en grande pompe un journaliste parisien célèbre pour ses flagrants délires, Claude Villers. Costume digne d'une reconstitution historique, dialogue d'un autre âge, personne n'est dupe mais tout le monde joue le jeu. On est entre initiés et on y prend plaisir. Qui es-tu? Toi qui oses demander l'entrée dans l'illustre confrérie des maîtres pipiers de Saint-Claude. Grand maître, un inconnu demande l'entrée dans notre confrérie. Il ne veut pas se présenter. Que dois-je faire? Qu'on le fasse entrer et qu'on l'interroge. Oui. Je vais vous demander de remettre votre pipe. Ah, oui. Confrères et maîtres pipiers, permettez que l'on vous présente le profane. Claude Villers, bienvenue au paradis de la pipe de Bruyères. Symbole d'audace, de courage calculé,
et de sang-froid, la pipe de bon teint et de bonne odeur ne s'accommode que d'être possédée par un homme généreux, honnête et brave. En un mot, la pipe, c'est l'homme. Voulez-vous fumer cette pipe selon la plus ancienne et la plus noble tradition et nous confirmer que vous êtes digne d'entrer dans notre illustre confrère? Claude Villers, au nom de la confrérie des maîtres pipiers de Saint-Claude, je vous déclare confrère pipier. Merci. Mes félicitations. Merci beaucoup. Voilà. Paul Lanier n'en est pas à sa première intronisation. Il sculpte chaque année le visage de l'élu de la confrérie des maîtres pipiers. Au cours de sa carrière, il a croqué des milliers de têtes de pipe. Moi, j'aime pas faire de la série, pas du tout. Alors, faut que si je fais une pièce, c'est fini. Je fais jamais de pièces semblables. J'aime pas. Alors, vous savez, entre la chasse, les musiciens, les insectes, le rugby, tout ça. Là, il y en a des choses à faire. Moi, j'ai travaillé pour un Parisien qui a déjà eu 80 et quelques pièces. Vous voyez, que je lui ai fait. Un autre, c'est un monsieur qui est entomologiste à Limoges, qui, lui, c'était que des insectes. Je lui faisais que des insectes. Et puis un jour, ils veulent qu'on leur fasse leur tête, quoi, voilà. On s'ennuie jamais, on sait pas. Je pourrais pas me passer de l'atelier, mais tant que j'aurai les mains, mes yeux pour travailler, on ira jusqu'au bout, quoi. Mais c'est sensationnel d'aimer ce qu'on fait. Oui, quand on regarde une personne qui a fait ça toute sa vie, ça a l'air d'aller vite, mais il faut l'apprendre, le métier. En Turquie, le sous-sol recèle un minerai d'une grande rareté, connu sous le nom d'écume de mer. C'est la grande favorite des fumeurs de pipe, en raison de sa légèreté et de sa douceur incomparables. Nous sommes en Anatolie, dans le centre de la Turquie, entre Istanbul et Ankara. On y exploite de façon rudimentaire un filon en voie d'épuisement à 80 mètres sous terre. Au début des années 60, le gouvernement turc s'est réservé l'exploitation et la commercialisation de l'écume de mer. Check. Hiçbir sağlık güvencem yok. Canımızı buraya ortaya koyup biz bu yerin altına giriyoruz. Ici, on travaille en mettant notre vie en danger, vous avez vu? Ama kesinlikle emeğimizin karşılığını alamadığımız için. Mais en fait, nous ne gagnons jamais autant que nous le méritons. Burada 20 metre yerin altında biz çalışıyoruz. Canımızı ortaya koyuyoruz. C'est pour ça que j'aimerais bien quitter le métier. Yiyenler başkaları, aracılar yiyor. Biz kesinlikle bir şey... On descend jusqu'à 20 mètres sous terre, mais ceux qui profitent des pierres, ce sont les intermédiaires. Yani esas parayı kazanan burada aracılar. Biz bir şey alamıyoruz yani. L'argent que nous gagnons nous permet à peine de subvenir à nos besoins. Askerden geldikten sonra bu işi yapmayı düşünmüyorum. Au village, la vie s'écoule comme au début du siècle. On y taille les blocs d'écume de mer selon les méthodes traditionnelles, entre parents, entre cousins, en famille.
ihtiyacımız yok. Kalsın bunlar ya. Alsaydınız iyi olurdu ya. Boyunlar temiz. Yok yok kalsın bunlar. Sen başka taş ya. Şimdi yaptığımız kafaya göre. En fait, nous sculptons les visages des pipes selon ce qu'on imagine. Barbaros'a benziyor yaptığımız. Par exemple, on se dit, tiens, celui-là, celui que j'ai dans la main, il ressemble à Barberousse. On observe des images anciennes des sultans ottomans et on se demande, est-ce que son visage doit être dur? Est-ce qu'il doit être doux? Est-ce qu'il sourit? Est-ce qu'il ne sourit pas? On creuse son visage, on sculpte ses yeux, sa barbe, sa moustache, comme bon nous semble. En fait, c'est comme on veut. Les vrais amateurs de tabac utilisent des pipes simples, car elles sont faites pour eux, pour les fumeurs. Elles sont plus faciles à tenir dans la paume de la main. Bon, on pourrait aussi fumer celle-ci, mais c'est pas très agréable parce qu'il y a beaucoup d'aspérité. Par contre, la pipe simple est très agréable. Les artisans pipiers d'Anatolie ne peuvent vendre leurs produits qu'ici, à Istanbul, en particulier au Grand Bazar. Autrefois, les pipes à eau étaient les pipes les plus répandues, les plus populaires. C'était une tradition qui venait des Ottomans. C'était beaucoup plus ancien que la pipe de toute façon. Les amateurs de tabac en Turquie restent fidèles à la pipe à eau. Les pipes en écume de mer sont donc destinées à l'exportation. Les pays occidentaux sont très demandeurs de pipes rares, de pipes de collection, comme ici à l'hôtel Drouot à Paris, où a lieu une vente d'objets de tabagie. En tant que collectionneur et chercheur, mes contacts s'étendent bien sûr dans le monde entier. Ça se fait par email, par correspondance, par échange d'articles spécialisés, mais aussi par des ventes d'objets comme ici à Drouot. Vous savez, un collectionneur, ça peut avoir beaucoup de visages. Il peut être renfermé sur lui-même, secret, sans avoir beaucoup de contact avec l'extérieur. Tout est dans sa collection, caché dans un grenier ou dans la cave. Il peut aussi être une personne très extravertie qui va partager le plaisir de la collection avec les autres. Drouot est un exemple d'endroit où l'on rencontre des gens qui font partie du circuit, parce qu'il y a un circuit de la pipe. Des gens qu'on connaît et qui viennent vendre des pièces rares. C'est un endroit où on est toujours gagnant, car il se trouve toujours une pièce dont on peut dire « celle-là, elle a sûrement sa place dans ma collection. Il faut absolument que je me la procure. » 200, fabriqué, 300. Toujours des briquets soldats de la guerre 14-18 à essence en cuivre. 400. Alors 3 pipes. 300, 50, 400, 400. Vous êtes jugé 400. Une fantaisie Casimir Perrier. 1800. 1900. 1900. Le juge. Le jugé 1900. À Amsterdam, ville de tradition pipière, Don a créé un musée de la pipe. Il invite parfois quelques privilégiés à admirer les plus belles pièces de sa collection privée. Tradition hollandaise oblige, la collection de Don fait la part belle aux pipes en terre de l'Europe du Nord du XVIIe au XIXe siècle.
Ça, c'est une pipe satirique qui représente le critique français Frédéric Soulier. La collection réunit aussi, dans le secret de ses tiroirs, des centaines de têtes de pipe qui évoquent en rang serré la civilisation de la Côte d'Ivoire, celle du Kenya ou encore de la Birmanie. Mais la grande fierté de Don, son véritable jardin secret, c'est cette vitrine où tous les genres, toutes les fantaisies s'entremêlent. Un cabinet de curiosités à la manière des esthètes des siècles passés, où chaque objet est unique, surprenant, magnifique. Ça, c'est une pipe sculptée dans une racine de bruyère entière. La forme en a été inspirée par celle des citadelles corses. Dans ma bibliothèque, je possède tout ce qui a été publié sur la pipe dans le monde entier. Je fais partie de ces gens capables de se passionner jusqu'à se perdre dans un seul et même sujet. Au bout d'un moment, et c'est là où j'en suis, il n'y a plus de possibilité de retour. À Amsterdam, on pratique un certain art de vivre. On y perpétue aussi l'art du bien fumé chez Arrhenius, un établissement à la renommée internationale dirigé par Dick Noy. Beaucoup de gens, quand ils entrent dans le magasin, s'exclament « Qu'est-ce que ça sent bon ?» Et même s'ils ne sont pas fumeurs eux-mêmes, ça peut leur rappeler l'odeur de la maison du grand-père. C'est très bien. La maison Arrhenius est située sur une des artères les plus en vue d'Amsterdam. Elle perpétue en plein centre-ville la tradition raffinée des amateurs de produits authentiques. Oui, c'est tout l'art de bien fumer et l'odeur, pour les gens, ça compte beaucoup. J'ai pris des cargos, j'ai voyagé beaucoup, longtemps, sur des bateaux. J'ai pris des trains pendant 3 jours, pendant 5 jours. Et là, il y a des gens qui fument la pipe. Souvent, ils se mettent au bout du compartiment ou dans le couloir, comme ça, appuyés à la fenêtre. Et on passe et on est enveloppé d'un nuage de fumée qui sent délicieusement bon. Donc ça m'est arrivé souvent de m'arrêter et de revenir sur mes pas et de demander au monsieur dites-moi quel tabac vous fumez. Ici, c'est le tabac du mois, puisque chaque mois, nous sélectionnons un nouveau tabac de notre choix. Mais le plus important, c'est que les clients puissent sentir par eux-mêmes et comparer, parce que les fumeurs de pipe savent ce qu'ils veulent. Depends how sweet you want it. Yeah.
Le peintre Magritte nous rappelle que la pipe dans l'imaginaire collectif ressemble plutôt à celle-ci, sobre, humble, quotidienne. Elle a pourtant inspiré les délires les plus surréalistes. Dans un institut de recherche industrielle de l'Est de la France, Erwin, designer belge, réfléchit aux formes de la pipe du futur. Là, je suis sur mon écran qui permet de bouger en 3D, donc de voir. Donc j'ai un certain nombre de cercles qui sont des cercles qui sont modifiés déjà. Autour de ces cercles qui sont une sorte de squelette, on va tirer une surface. Et je vais commencer à jouer avec ces cercles-là. Je me dis, tiens, si je grossis ces cercles-là, quel effet ça aura sur la forme globale? Qu'est-ce qui se passe si je le mets plus haut? Tiens. Je peux donc faire des choses qui n'ont strictement pas de sens. Contrairement aux fabricants de pipes avec des méthodes traditionnelles, ici, avec ces techniques-là, on peut vraiment regarder en transparence un peu une radiographie comme un médecin. Je vois tout de travers, je vois l'ensemble des défauts éventuels qui peuvent se produire à l'intérieur. Je peux aussi aller carrément regarder à l'intérieur du corps, voilà, regarder à l'intérieur du foyer. Avec son équipe de designers, Erwin travaille sur la valeur symbolique que représente pour une pipe telle forme ou telle couleur nouvelle. À l'intérieur du foyer, il y a des choses qui sont un petit peu cachées, un peu féminines dans ce sens-là, où pas tout est extériorisé. Il y a des choses qui sont qu'on découvre au fur et à mesure, quand on devient plus intime avec le produit, en quelque sorte. Cette pipe-là s'adresse aux fumeurs masculins confirmé, quelqu'un qui va fumer la pipe du matin jusqu'au soir, qui ne va pas la lâcher. Donc il faut du volume. Cette pipe-là s'appelle Ulysse, inspiration de nom grec aussi, Ulysse voyageur, parce que c'est l'idée du voyage dans le goût, voyage dans les saveurs. C'est vraiment un produit aventure en quelque sorte pour ceux qui le fument. On a un tuyau qui est relativement raide, donc assez rationnel, très sérieux. On voit que son centre de gravité est assez haut, il est assez fier. Et la poitrine un petit peu bombée comme ça, avec une très grande fierté cette fois-ci. Donc c'est une pipe de fier. Voilà. Allez, oncle Popeye! Jusqu'à présent, l'idée de la pipe, pour les gens qui aiment fumer la pipe, c'est le bon tabac et le bel objet. Et le temps et la relation. Mais pourquoi est-ce que la pipe serait condamnée? C'est pas une momie. C'est pas une momie, c'est une pipe. Ça veut dire que c'est un objet vivant. Si on ne veut pas l'enterrer, il faut pouvoir imaginer qu'elle n'a pas tout dit. Et qu'on peut encore lui faire dire autre chose. Et qu'on peut transformer, imaginer de nouvelles façons de fumer la pipe. Et puis, peut-être que dans les gens qui auront fumé des pipes jetables à 3 francs 6 sous en terre cuite ou en maïs, ils seront intéressés et tout d'un coup, ils en trouveront une belle, ils diront celle-là c'est la mienne. Ce qui est très très joli aussi, c'est le bruit que ça fait. Le petit claquement de lèvres comme ça. Finalement, c'est comme un baiser.